Madame, Monsieur, bonsoir. Formation pharmaceutique et protection du littoral au menu de questions éco ce soir. C'est d'actualité. L'exécutif et le secteur privé s'allient pour créer un institut de formation dédié aux métiers de l'industrie du médicament. Alors, quels sont ces métiers? Comment rapprocher l'offre de formation des besoins du secteur et quels sont les acquis, mais aussi les prérequis pour un positionnement compétitif du royaume dans cette filière? Réponse en compagnie de l'expert en marché pharmaceutique Abdelmajid Belaïch. Pour la deuxième partie de notre émission, il sera question de menaces qui pèsent sur les parties les plus fragiles du littoral marocain, des menaces qui proviennent souvent de projets prometteurs pourtant en création d'emplois et de richesses. Comment alors réussir un investissement sans nuire au patrimoine naturel? L'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable a émis des recommandations dans ce sens que son coordinateur national Abdelrahim Qsiri partagera avec nous ce soir. Alors je vous souhaite bienvenue à toutes et à tous. Et tout d'abord, retour sur cette convention cadre pour la création d'un institut de formation professionnelle dans les métiers de l'industrie pharmaceutique. C'est un sujet signé à l'Abnani. Améliorer la formation professionnelle tout en rapprochant l'offre de formation des besoins en compétences du secteur. C'est l'objectif de l'Institut de formation professionnelle dans les métiers de l'industrie pharmaceutique. Ce secteur en pleine extension dans le Royaume a connu le lancement de nombreux cursus universitaires. À titre d'exemple, en mars dernier, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé a lancé un master dans le domaine des sciences de la santé sur le contrôle des médicaments. En chiffres et en 2020, le pays comptait 49 établissements pharmaceutiques industriels qui consacrent environ 17% de leur production à l'exportation. La même année, le chiffre d'affaires global annuel de cette industrie s'élevait à 15 milliards de dirhams avec une contribution de 1,5% du PIB national. Le secteur représente par ailleurs 5,2% du secteur industriel et emploie environ 50 000 personnes. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis El Jadida Abdelmajid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Bonsoir Abdelmajid Belaïch, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Comment rapprocher l'offre de formation des besoins du secteur? Je sais que la réponse pourrait tenir des heures, mais en tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'on a une approche assez correcte pour justement fournir des professionnels bien outillés pour répondre à ces besoins? Alors, l'industrie a besoin de deux catégories d'employés. Vous avez les cadres de haut niveau, que sont les pharmaciens ingénieurs, qui sont bien préparés de par leur formation, et là, ça pose un problème. Par contre, au niveau des techniciens et autres employés, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre des gens qui ont une formation qui n'est peut-être pas adaptée, les former sur le tas, voilà, et ça prend du temps. Par contre, s'il y a un institut dédié aux formations de l'industrie pharmaceutique, ça va être autre chose. Dans le cas de l'industrie pharmaceutique, qui est quand même une industrie de pointe, on a besoin de techniciens bien formés parce qu'il s'agit quand même de métiers où il y a de la précision, où il y a l'exigence de qualité d'un haut niveau, comme ça a été le cas dans l'industrie automobile, dans l'industrie de l'aéronautique. Et donc, il fallait un institut pour former ces techniciens, sachant que pour les hauts cadres, que ce soit les pharmaciens ou les ingénieurs ou les scientifiques, ils ont déjà, dès le départ, une formation adaptée au secteur. Et c'est pour ça que cette convention a été signée entre les différentes parties que sont le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la recherche, d'une part, et d'autre part, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc et le président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. Donc, il s'agit d'une convention cadre pour la création d'un institut de formation professionnelle dans les métiers de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors, ceci, bien sûr, s'inscrit dans le cadre de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste,
qui, au cours du discours du 30 juillet 2015, déjà a insisté sur le fait que dans ce cadre, je cite, dans ce cadre, il faut renforcer les instituts de formation en différentes filières, notamment les nouvelles technologies, l'industrie automobile, l'aéronautique, les professions médicales, l'agriculture, le tourisme et le bâtiment, ainsi que d'autres. Et il faut rappeler que pour tout pays, la principale richesse, plus que ses ressources naturelles, la véritable richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Et je rappelle qu'un pays, pour être attractif, il doit l'être notamment par la qualité de ses formations. Et si les pays d'Asie ont réussi, je cite l'Inde, la Chine, mais bien sûr le Vietnam et autres pays, ils ont réussi, c'est principalement parce qu'ils ont une offre en cadre, en technicien, qui a Justement, quel devrait être le positionnement du Maroc, notamment sur des métiers aussi pointus que le contrôle du médicament? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se positionner sur cette filière-là ou aussi il y a d'autres filières aussi sur lesquelles le Maroc peut se positionner et non seulement former la ressource pour le marché local, mais aussi l'exporter à l'étranger? Absolument. Alors, moi, je pense qu'il faut déjà sortir de l'image classique du Maroc, pays d'agriculture, de tourisme et d'artisanat, point barre. Aujourd'hui, le Maroc peut ambitionner d'aller vers les industries, d'aller vers des technologies de pointe, d'aller vers tout ce qui est numérique et tout ça. Parce que sinon, on aura raté une marche importante. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, concernant le cas de l'industrie pharmaceutique, le Maroc ambitionne d'être le leader, d'être la locomotive africaine en matière d'industrie pharmaceutique. Je rappelle c'est la deuxième industrie la plus importante après celle d'Afrique du Sud. Mais le Maroc a de grandes ambitions et d'une part, et pas seulement pour être la plaque tournante entre un certain nombre d'opérateurs internationaux et l'Afrique, du fait de sa position stratégique comme porte de l'Afrique pour les Européens et porte de l'Europe pour les Africains, mais plus que ça, pour être un hub industriel et pour aider à transférer de la technologie et implanter des usines dans différentes pays d'Afrique, et nous avons vu des exemples, ça a déjà démarré. Aujourd'hui, les laboratoires marocains contribuent beaucoup à la formation de cadres, mais surtout dans le domaine marketing et commercial. Il y a des équipes africaines qui sont formées au Maroc pour exercer dans ces pays. Mais aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure, parce que ce projet-là, ce n'est pas seulement pour produire des cadres et des techniciens pour le Maroc, mais c'est aussi aider au transfert de technologie et aider à la formation des techniciens et des cadres pour un certain nombre de pays africains. Et le Maroc, il est dans cette vision déjà, et les opérateurs marocains sont en train de travailler déjà sur ça. Et je pense que la création de cet institut va être un moment très important dans l'histoire de l'industrie pharmaceutique et des échanges sud-sud avec les pays africains. Merci beaucoup Abdelmejid Belaiche pour l'ensemble de vos éclairages. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous voir sur l'ensemble de l'interview, mais le plus essentiel a été dit et expliqué. Et justement, les attentes sont très grandes par rapport à cet institut de formation au métier de l'industrie pharmaceutique et ô combien important après cette expérience de Covid-19 qui nous a appris que justement ces métiers-là étaient littéralement vitaux pour chaque pays et pour la souveraineté de chaque pays. Encore une fois, merci beaucoup Abdelmejid Belaiche. Toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. L'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences économiques, environnementales et sociales de l'octroi des autorisations ou d'ailleurs des dérogations d'autorisation pour des projets qui menacent des sites littoraux.
notamment ceux qui échappent à la nouvelle loi 81/12 relative au littoral. Les détails avec Ala Abnani. Encourager l'investissement, c'est bien, mais protéger en même temps l'environnement, c'est mieux. C'est ainsi que l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable voit les choses. Dans un communiqué, la MCDD a appelé les centres régionaux d'investissement à ne plus octroyer d'autorisation de projets sur les sites naturels rares et fragiles du pays. Pour ce faire, l'Alliance a proposé au CRI du pays 2 conditions. La première est d'ordre environnemental. Les investissements doivent respecter les principes du développement durable. La deuxième est d'ordre administratif. Les zones convoitées pour un projet doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnemental. Elles doivent aussi être couvertes par les schémas régionaux préalables aux activités d'aménagement et gestion du littoral. Enfin, la MCDD a affirmé que plusieurs projets d'urbanisation hors plan d'aménagement ont entraîné la disparition d'espaces verts, les rendant plus vulnérables aux inondations. Ces projets nocifs à l'environnement ont notamment entraîné des pertes de terres agricoles irriguées dans lesquelles l'État avait beaucoup investi. Et avec nous justement le coordinateur de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Bonsoir Abderrahim Ghseri, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, grand plaisir. Quels sont les exemples qui ont poussé l'Alliance à tirer la sonnette d'alarme, Abderrahim Ghseri? Oui, il y a vraiment pas mal d'exemples. Il y a déjà 3 qui sont très apparents. Déjà, une autorisation qui a été donnée sur le parc de Khnifis, c'est un parc naturel et donc il doit être préservé et malheureusement on a octroyé une autorisation dans ce parc-là et donc qui peut absolument non pas uniquement nuire mais détruire cette biodiversité parce qu'il y a des oiseaux qui sont sensibles, parce qu'il y a une biodiversité qui est rare et le long des 3500 km de côte marocaine, on a toujours ce problème, on a le Merjaz Zarga, on a uniquement quelques sites qui sont très rares et donc ces sites très rares, si on investit une activité touristique sans qu'il y ait le schéma national, le schéma régional du littoral qui octroie à chaque espace du littoral la vocation et donc le mode d'exploitation ou le mode de préservation, on va vraiment vendre quelque chose de très cher et parfois qu'on ne peut pas préserver pour des petits investissements avec une valeur ajoutée qui est très faible. Et la dérogation des projets nous a démontré ça. Il y a 4000 hectares d'espaces verts qui ont disparu, de l'agriculture aussi. Et il y a le rapport du Conseil économique, social et environnemental, le rapport de la Cour des comptes, qui ont vraiment démontré que la dérogation, elle a permis quelques investissements, mais elle a entraîné vraiment des dégâts. Et c'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, il avait cadré tout ça en limitant vraiment les dérogations pour qu'ils jouent le rôle positif qu'ils avaient depuis le début, uniquement dans les cas limites. Mais s'il y a vraiment un problème dans la planification, il faut régler le problème dans la planification. Il ne faut pas déroger. Et les centres de régionaux d'investissement, ils ont maintenant une possibilité de dépasser les réserves du ministère des eaux et forêts, des réserves du ministère de l'Environnement par un vote. Et on a dit tout de suite que c'était quelque chose de très dangereux parce que les sites naturels, c'est quelque chose de très rare et on ne doit pas vraiment les ouvrir comme ça facilement à des investissements. Il y a 3500 km de côte, ils peuvent être ouverts dans énormément d'espaces, mais ces espaces-là, ils ont un autre rôle et on voit avec le climat, c'est-à-dire le développement mondial maintenant, avec la rencontre d'hier et d'aujourd'hui internationale, que tous les pays ils sont en train de revoir leurs efforts pour préserver la vie. Même le Brésil, qui était en train d'être très sceptique, maintenant, il a vraiment pris l'engagement total de préserver la forêt amazonienne et la biodiversité. Nous, on n'a pas une forêt amazonienne, on a quelques points vraiment hotspot de la qui biodiversité. Sont déjà répertoriés, n'est-ce pas, Abderrahim Ghseri? Oui, ils sont répertoriés, mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, pour l'aquaculture, les citoyens à l'échelle mondiale, ils mangent, ils consomment. Alors, de pisciculture, nous, on a uniquement moins d'1%. Ça veut dire qu'il y a énormément d'espace qu'on doit préserver pour cette autre activité. Mais si on investit maintenant uniquement le tourisme là où il ne faut pas, on va
vendre quelque chose de très cher avec des petits projets qui ont une rentabilité très limitée uniquement pour l'investisseur, mais pas pour le pays. Et là, on demande à ces gens-là, comme pour le Mirjaz Zarga, comme pour Sidi Moussa et ailleurs, on leur a demandé, si vous voulez nous créer quelque chose identique à ces zones rares, quel est le coût que vous demandez? Eh bien, tous, ils disent, c'est pratiquement impossible. Et parce que c'est impossible, alors n'essayez pas d'entraîner un dégât et une perte irréversible de ces sites qui sont très rares. Très bien. Je voudrais parler avec vous donc de cette loi 81-12, très attendue. Elle a été cette loi qui est relative au littoral. Et on ne peut pas parler de la préservation du littoral sans parler de l'extraction de sable. Selon quelques chiffres établis par des scientifiques, eh bien la moitié du sable qui est commercialisé serait ou proviendrait de l'informel. Comment répondre à cette problématique qui touche au littoral, soit-elle en zone fragile ou tout simplement les 3500 km de côte que vous citiez et vous évoquiez il y a quelques instants? Oui, malheureusement, il y en a une minorité d'investisseurs ou d'exploitants qui cherchent à gagner plus en investissant le minimum et en allant là où il ne faut pas. Et c'est pourquoi l'informel, il se développe et malheureusement, même si on a un bon système institutionnel au Maroc, on a une bonne couverture du territoire marocain, il y a encore des zones qui apparaissent dans tous les documentaires internationaux comme des zones où il y a vraiment, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation anarchiques, des systèmes de destruction des dunes littorales et d'exploitation de la source sable qui est un espace et un écosystème vivant. Et c'est cet espace sableux qui permet, au niveau de cette partie de la frange littorale et côtière, de développement des algues. Et c'est les algues qui permettent vraiment d'avoir les possibilités de production et reproduction de différents types d'espèces marines. Et en détruisant les sables, on donne un très mauvais exemple à l'échelle mondiale et au niveau national, sachant que le Maroc, 65% de sa superficie, elle est du Sahara, elle est désertique. Et 90 à 93% de sa superficie, c'est aride et semi-aride. Donc on a plein de sable, on a plein de carrières où on peut prendre le sable, mais eux, ils choisissent là où il y a possibilité vraiment de donner un écosystème qui peut créer beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois, mais on a alors vu justement, ça dans le rapport quelles sont les recommandations de l'Alliance, hein, il nous reste 1 minute. Les recommandations de l'Alliance pour investir davantage dans le développement durable, mais aussi équilibrer entre investissement économique et protection de l'environnement. Quelles sont les principales recommandations de l'Alliance? Rapidement, Abdelrahim. Les principales recommandations, d'abord de respecter l'orientation nationale de développement durable, SNDD, les ODD. Il faut aussi absolument respecter la loi 81-12, il faut absolument valider 2 schémas régionaux du littoral qui ont été déjà construits au niveau de Rabat Salé, Kenitra depuis 1 année, et au niveau de l'oriental, il reste encore 7 régions qui ont aussi des zones côtières. Il faut absolument accélérer ces zones-là et en attendant, il ne faut plus donner d'autorisation. L'octroi d'autorisation doit être interdit en attendant la réalisation rapide des schémas régionaux du littoral. Merci beaucoup, Abdelrahim Khseri, coordinateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.